Bienvenue à tous pour ce webinaire chez Durable. Ah, parfait, je vois les messages qui arrivent. Merci Mathieu et merci Maxime. Donc, du coup, c'est un webinaire chez Durable sur la thématique du numérique. Euh, c'est un événement qui est organisé par le cluster ODIS et le cluster Soltena aux côtés d'Innovin. Donc, ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'on anime une action collective en fait, sur la thématique des déchets durables. Qui a vocation le transfert de bonnes pratiques, la présentation de solutions et puis le partage de retours d'expérience sur le sujet de la construction et de la rénovation durable des bâtiments vitivinicoles. Et aujourd'hui, donc avec Thomas Ranchou donc pour le cluster ODIS et Valérie Houmeau pour le cluster Soltena, on va animer ce webinaire qu'on a choisi de centrer sur la thématique du numérique et des nouvelles technologies. On entend beaucoup parler de bâtiments intelligents, d'usines du futur, d'usines 4.0, mais qu'en est-il finalement pour la filière vitivinicole? Quels sont les outils qui existent, les outils numériques qui existent pour la filière et comment surtout ces outils peuvent-ils permettre d'intégrer une démarche de durabilité dans son projet de construction, de rénovation, voire même a posteriori dans l'utilisation de son bâtiment. Deux mots vite fait sur l'organisation du webinaire. Donc, le webinaire est enregistré. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat ou sur l'onglet questions-réponses. Le replay vous sera diffusé donc avec l'accord de tous les intervenants sur nos sites internet respectifs et on se chargera bien évidemment de relayer vos questions à l'oral à la fin de chaque intervention puisqu'en tant que participant, vous n'avez pas la possibilité d'activer votre micro ou votre caméra. J'espère que j'oublie rien. Et sans plus attendre, du coup, je vais donner la parole à la première intervenante. Donc, il s'agit de Laura Espérandieu. Laura qui est en charge de la démarche collective Bordeaux Cultivons Demain, qui est la démarche RSE de la filière vitivinicole de Bordeaux, donc, qui est portée par le CIVB. Et pour cette première intervention, on avait demandé à Laura de parler du chai durable et de le contextualiser en fait, dans les certifications et les démarches qui existent dans la filière vitivinicole. Et donc, elle terminera pour ouvrir sur les autres présentations, du coup, avec une ou deux diapos sur comment le numérique peut-il être un levier stratégique pour intégrer ces démarches. Donc, Laura, j'arrête mon partage d'écran et puis je vais te laisser la main pour le tien. Ça marche. Merci beaucoup Maëva. Bonjour à tous. Donc, Laura Espérandieu, je suis effectivement en charge des démarches de développement durable pour la filière du vin de Bordeaux, donc l'Interpro, qui représente les viticulteurs et les maisons de négoce et les caves coopératives de Gironde. L'idée aujourd'hui, c'était de faire le lien effectivement entre ces démarches de développement durable mises en place au sein de la filière et la thématique déchets durables. Donc, juste petite introduction, alors j'en fais pas des tonnes sur Bordeaux, c'est juste pour que vous ayez les grands chiffres en tête. Quand on parle de la filière des vins de Bordeaux, il y a 2-3 points un peu importants dans le cadre de démarches de durabilité et de responsabilité sociétale. La première, c'est le nombre d'emplois que représente cette filière, puisqu'on est sur entre 55 et 60 000 emplois directs et indirects en fonction des années. Donc, un impact social important sur le territoire. C'est aussi une filière qui est engagée, donc ça va faire le lien avec ce qu'on va aborder juste après, puisqu'on décompte aujourd'hui environ 75% des surfaces viticoles qui sont certifiées par une démarche environnementale, que ce soit, alors il y a une multitude de labels hein, et je pense que vous les connaissez tous, mais en agriculture biologique, HVE, Terravitis, Déméter, etc., etc. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que Bordeaux, c'est aussi de la diversité. Donc, on l'a vu, diversité en termes de métier, diversité en termes d'engagement, mais aussi de la diversité en termes de production, puisque un certain nombre d'appellations d'origine contrôlée à travers le territoire et un certain nombre de produits fabriqués sur notre territoire qui vont du blanc doux au blanc sec, au rosé et au rouge, répartis sur les deux rives et l'entre-deux-mer. Alors,
Très rapidement, juste pour qu'on ait tous la même définition, de quoi on parle quand on parle de développement durable et de RSE? C'est la définition qu'on voit partout. Le développement durable, c'est un développement qui va répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc, c'est une définition qui a plus de 30 ans maintenant, donc qui commence à être ancrée et assez ancienne. Et quand on veut simplifier les choses, en fait, on est, pardon, excusez-moi, juste à l'interaction entre trois grands piliers qui vont être la prise en compte de l'environnement, la prise en compte des impacts sociaux et sociétaux et le développement économique de l'entreprise. Et donc, on parle de développement durable quand on est à la rencontre de ces trois grands piliers. Ce développement durable, en fait, il a été décliné en ce qu'on appelle les 17 objectifs du développement durable. Vous avez certainement déjà entendu parler des ODD. Donc, cette déclinaison, elle a été faite par les Nations Unies il y a quelques années. Et il a été fixé un certain nombre d'objectifs. Alors, vous voyez, c'est des choses très macro, puisqu'on parle par exemple de zéro faim dans le monde, de pouvoir fournir une éducation de qualité à l'ensemble des enfants à travers le monde, etc., etc. Et on retrouve également certains enjeux environnementaux comme la protection de la vie terrestre et de la vie aquatique, mais aussi le fait de pouvoir avoir accès aux ressources nécessaires. Donc là, on est vraiment à l'échelle des États. Ensuite, il y a une déclinaison au niveau des entreprises, et donc c'est ça qu'on va appeler une démarche RSE. Donc ça, c'est vraiment le gros chapeau. Quand on zoome encore au niveau de la filière du vin de Bordeaux, je vous l'ai dit, 75% de notre vignoble qui est certifié via une multitude de démarches diverses et variées en fonction des choix faits par les viticulteurs et les négociants de la filière, donc avec des certifications qui vont porter davantage sur le produit ou sur l'entreprise, et puis des démarches qui vont aller jusqu'à l'ISO, par exemple, qui sont vraiment de la mise en place de systèmes de management au niveau des entités. Tout en haut de la grappe, ici au niveau de la feuille, vous avez les deux démarches qui sont portées par la filière, qui sont le SME du vin de Bordeaux qui a une dizaine d'années maintenant, et la démarche Bordeaux Cultivons Demain sur laquelle on va revenir juste après. Pour le système de management environnemental, je ne sais pas si c'est une démarche que vous connaissez, n'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez aller plus loin. Mais l'idée de base, c'était d'accompagner la transition environnementale et accélérer le changement des pratiques dans le vignoble bordelais. Donc, initialement, c'est un système collectif qui a été construit sur la base de l'ISO 14001 et qui a ajouté ensuite HVE dès 2017 pour pouvoir proposer les deux certifications. Depuis 3 ans maintenant, on travaille au niveau filière sur une démarche de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, pour intégrer, en plus des considérations environnementales, des considérations d'ordre social, sociétal, mais aussi économique. On est sur la même philosophie qui est d'engager toute la filière, parce qu'on représente l'entièreté de la filière, dans cette démarche pour, c'est ce qu'on se disait, affirmer notre responsabilité face aux nombreux défis, qu'ils soient environnementaux, économiques, sociaux, sociétaux, et puis pour prendre en compte l'impact de nos activités sur notre territoire, mais aussi sur les hommes et les femmes qui y travaillent. Vous l'avez vu, on fait le lien avec le début, 60 000 emplois directs et indirects, premier employeur de Gironde, donc avec des impacts importants. Cette démarche Bordeaux Cultivons Demain, pareil, je pourrais accompagner la présentation d'une petite plaquette qui rentre plus dans le détail. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une démarche qui est construite sur la base de l'ISO 26000, qui est vraiment la trame de fond des démarches de développement durable, et qui a été adaptée à l'activité vitivini de Bordeaux. Et donc, on a construit un référentiel cadre avec un label avec différents niveaux de maturité et un certain nombre d'indicateurs de performance pour pouvoir piloter au niveau de la filière. Le point commun entre ces deux démarches, c'est vraiment la philosophie qu'il y a derrière, c'est de se baser sur la force du collectif. Donc, c'est des démarches qui sont volontaires et qui font vraiment la promotion de la mutualisation des moyens, des connaissances et aussi du partage d'expériences. Et ça marche plutôt bien puisque vous avez en fait des petits groupes d'entreprises qui se forment, qui vont être suivis et formés par des animateurs sur le territoire et qui petit à petit, dans une démarche d'amélioration continue, vont mieux identifier leurs impacts et réduire éventuellement ceux qui seraient plutôt négatifs sur l'ensemble des thématiques qu'on a abordées.
C'est une présentation un peu synthétique, mais c'est pour faire le lien avec la suite. Je vous l'ai dit, et ça c'est un point qui est important, c'est que notre démarche Bordeaux Cultivons Demain, elle repose sur une trame qui est une trame commune à l'ensemble des démarches de développement durable et de RSE qui s'appelle l'ISO 26000. Et l'ISO 26000, en fait, il faut le voir comme un guide et c'est un guide qui vient questionner l'entreprise sur comment elle traite telle et telle thématique. Et donc, comme c'est un petit peu cadré, vous avez un certain nombre de thématiques à aborder qui sont celles qui sont présentes sur la diapo et où on retrouve nos grands enjeux sociaux, sociétaux, notamment avec les conditions et relations de travail ou le respect des droits humains, les enjeux de responsabilité environnementale qui sont une question à part entière, et puis un certain lien avec le territoire. Vous verrez, c'est un mot qui revient beaucoup dans ces démarches-là, et puis des questions liées à la pérennité économique de l'entreprise. Sans rentrer dans le détail, la démarche Bordeaux Cultivons Demain, elle est structurée en 4 grands piliers qui sont en fait un retravail de l'ISO 26000 pour pouvoir reprendre l'ensemble des thématiques à aborder, avec des enjeux qui vous parlent certainement, mais qui vont porter sur l'attractivité de nos métiers et pouvoir développer les compétences, les talents dans nos métiers de la filière, mais aussi assurer une qualité de vie au travail positive et intéressante, un lien avec le territoire important, et puis ce lien avec l'ensemble des parties prenantes avec qui on va travailler et qui forcément sont impliquées dans la maîtrise et la réduction de nos impacts. Quand on cherche à faire le lien entre les chais durables et ces démarches de développement durable de la filière, en fait, c'est une construction un peu artificielle, mais je me suis dit qu'il y avait 2 grands moments, en fait, le moment de la construction de ce chai ou de la rénovation de ce chai. Et là, on a plusieurs choses qu'on va pouvoir recroiser avec les démarches sur lesquelles on vient d'échanger, notamment, par exemple, le choix des fournisseurs et des prestataires, où vous pouvez orienter ce choix en fonction de leur localisation. Il y a des entreprises qui se sont fixées un périmètre de 100 ou 120 km en termes d'approvisionnement, ou en fonction également de leurs engagements environnementaux, sociaux, sociétaux ou autres. Et donc, ces critères-là font de plus en plus partie du choix des fournisseurs et des prestataires. Vous pouvez avoir aussi une réflexion sur le type de matériaux qui vont être utilisés, recyclés, moins polluants, biosourcés, etc., etc. Sur des énergies alternatives également auxquelles on peut faire appel. Et enfin, sur l'insertion paysagère. Alors, c'est quelques exemples, hein, la liste est beaucoup plus longue. Vous avez aussi une réflexion à avoir sur les moments d'utilisation en fait, de ces chais, puisqu'on a aussi des réflexions sur l'optimisation, la rationalisation des flux, des sujets qui vont porter sur plutôt le côté humain, les aspects santé-sécurité dont Alexis parlera tout à l'heure, le confort, l'ergonomie, la qualité de vie au travail. Une réflexion peut-être à apporter sur la gestion des déchets et des pollutions, avec pour objectif d'optimiser toujours les pratiques. Et puis, la réduction des consommations en eau et en énergie, qui sont un des leviers stratégiques importants. Et pourquoi pas le recours aux énergies renouvelables pour alimenter ces chais lors de leur utilisation. Et le point qui me semblait assez central dans toute cette réflexion, en fait, c'est une relation importante avec l'ensemble des parties prenantes des projets de rénovation ou de construction, puisque ça va permettre à la fois d'identifier leurs attentes et aussi d'y apporter une réponse, et pourquoi pas de nouer des partenariats pour mettre en place des choses, on va dire, plus performantes d'un point de vue développement durable. Et cette notion de partie prenante, le lien se fait directement avec les démarches RSE, puisque c'est la notion clé de ce type de démarche. Quelle place pour le numérique? Alors, les intervenants qui vont prendre la parole juste après vont vous donner des exemples beaucoup plus concrets que cette diapo, mais pareil, je l'ai découpé un peu de manière artificielle. Il y a une place sur la partie formation, la partie sensibilisation. Vous pouvez avoir des plans, de la modélisation en 3 dimensions, ce qui permet de réfléchir avant la construction ou la rénovation, l'optimisation de ce chai, des systèmes de simulateurs, alors sur de la formation par exemple, ou des
oui, de la formation, de la montée en compétences. Et puis, comme on le fait aujourd'hui et comme on le fait depuis un peu plus de 2 ans maintenant, de la formation online via du numérique, voire des petites formations où on s'inscrit tout seul et on suit le plan et on monte en compétences aussi également à ce niveau-là. Il y a aussi des notions de pilotage et de mesure des systèmes de capteurs, des systèmes de suivi et d'optimisation des consommations, parfois même des systèmes de modélisation de certains flux qui permettent de les optimiser à nouveau pour réduire les impacts sur la société et ou l'environnement. Et puis, ça permet aussi de s'évaluer, puisque dans le cadre des démarches portées par la filière, on a à chaque fois développé des diagnostics en ligne, des questionnaires, voire des systèmes d'audit en ligne, et puis un certain nombre d'outils de calcul d'indicateurs qui vont, ou pas d'ailleurs, directement puiser l'information au niveau des capteurs sur la partie pilotage et mesure. Donc, à nouveau, ce n'est pas une liste exhaustive, c'était plutôt pour vous montrer que le numérique a clairement sa place dans ces enjeux-là et dans ces réflexions-là, et permet d'apporter un vrai atout, un vrai avantage d'un point de vue performance, tout en s'inscrivant de manière très concrète dans les démarches de développement durable de la filière. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Laura. Alors, je n'ai pas vu de questions dans le chat. Si vous en avez, c'est le moment. Moi, j'ai peut-être une question, Laura. Quand vous travaillez avec les professionnels de la filière qui s'engagent sur la labellisation, quel pourrait être le conseil ou les conseils que vous donneriez à un de ces professionnels qui souhaite s'engager sur cette voie et faire labelliser sa démarche, et comment est-ce qu'il peut utiliser les outils numériques pour valoriser cette démarche? Je pense, ce qu'on leur dit beaucoup, en fait, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que les entreprises qui s'engagent dans ces démarches-là, en fait, elles font déjà plein de choses qu'elles n'ont pas forcément reliées ou identifiées comme étant en lien avec une démarche de développement durable. Ça leur semble souvent classique. Ils pensent tous que tous les voisins font la même chose, et c'est rarement le cas. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qu'on leur dit, c'est de commencer par identifier ce qui peut être attaché à ces démarches de développement durable. Ce qui est déjà fait, ça permet de valoriser le travail des équipes aussi. Et le deuxième point qu'on leur propose, c'est de commencer par ce qui a du sens pour eux. De ne pas mettre en place des machines à gaz trop importantes et qui vont complètement les dépasser, mais de rester dans du concret, du pragmatique et en apportant du sens. Et après, en termes d'accompagnement, en fait, ce qu'on propose, c'est tout un package au niveau de la filière, c'est-à-dire qu'il y a des outils numériques qui sont proposés. On a des plateformes de diagnostic, des plateformes qui vont aider, par exemple, à réaliser un document unique, qui sont paramétrables complètement. Donc, on fournit les documents, les outils numériques, et en parallèle, on fournit un accompagnement humain, puisqu'on a un certain nombre d'animateurs qui maillent le territoire et qui accompagnent les vitiers et les négociants dans l'amélioration de leurs pratiques. D'accord, merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. J'en ai peut-être une autre, pour le coup. Alors, moi je vais prendre. Tu as une question, Maëva? J'ai accès aux questions-réponses, et en fait, il y a une question. Je ne la vois pas, moi. Ok, alors je vais la relayer. Donc, c'est Maxime Breton qui demande, en fait, donc Laura, vous parlez de diagnostic en ligne et d'outils de calcul d'indicateurs. Est-ce que vous avez des exemples des sites internet? Et vous remercie pour votre présentation aussi. En fait, j'ai celui du CIVB, puisqu'on crée des outils côté CIVB. Et donc, on a créé, alors aujourd'hui, il est très orienté agronomie, notre outil de calcul d'indicateurs, puisqu'il est basé sur HVE, auquel on a ajouté un suivi de déchets, un suivi de consommation d'eau et d'énergie. Mais c'est un outil en propre. Et l'outil de diagnostic est également un outil en propre. Donc, ils sont tous accessibles via le site Bordeaux Connect du CIVB. Mais je pourrais, si certains d'entre vous sont intéressés, je pourrais vous faire une démonstration de ce qu'on met à dispo. Très bien, merci. Laura. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la suite. Excuse-moi, il y a encore une question. Décidément.
Et ce que je vous propose pour les autres, c'est directement de les poser dans le chat, comme ça tout le monde y aura accès, Thomas comme, Valérie pour la suite du webinaire. Donc du coup, c'était une question donc, de madame Furigalet. Donc dans le cahier des charges des différents labels environnementaux, donc HVE ou agriculture biologique, y a-t-il une mention de durabilité sur les bâtiments liés à la production vinicole? Alors aujourd'hui, dans ceux qui sont mentionnés, à savoir HVE, agriculture biologique, il n'y a pas de mention sur la durabilité des bâtiments. Par contre, quand on va sur des référentiels type ISO 14001, comme on est à l'échelle de l'entreprise, on voit apparaître ces notions de sobriété, de réduction des consommations, de réduction des impacts, et pour ceux qui sont plus avancés, sur la durabilité de leur bâtiment. Mais sur HVE, agriculture biologique, Terraviti, ça n'existe pas pour le moment. OK, merci Laura. Je propose de passer du coup à l'intervention suivante et si je vois des questions qui arrivent, je les mettrai dans le chat, pour que tu puisses y répondre. Ça marche, merci beaucoup. Merci Maëva. Merci Laura pour toutes ces précisions. On va maintenant faire un focus sur quelques outils d'aide à la décision avec Arnaud Hillon d'Overdrive. Bonjour Arnaud. Vous travaillez à la direction des opérations et innovation du bureau d'études Overdrive. Alors Overdrive, c'est un cabinet d'ingénierie et de management de projets de bâtiments et d'infrastructures. C'est mon collègue Thomas Ranchou d'ODIS qui animera la séquence de questions à l'issue de votre présentation. Du coup, c'est à vous et vous avez 10 minutes. Merci pour cette introduction. Alors, je vais partager mon écran. Ok, on est en plein écran. Bon, mais bonjour à tous et merci à tous ceux qui ont souhaité participer au webinaire et aux organisateurs. Oui, donc je suis Arnaud Hillon, directeur ingénierie innovation bureau d'études Overdrive. En introduction, notre structure, donc Overdrive, est une ingénierie pluridisciplinaire, agile et prenante, qui se veut acteur et fier des projets qu'on réalise. On s'engage sur des missions de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre dans les domaines du vin, des spiritueux, des infrastructures, de l'industrie et des projets immobiliers. Donc, nous sommes une quarantaine. Notre siège social est basé à Bordeaux. On travaille sur tout le territoire, voire même à l'international. Vous voyez ici rapidement les domaines d'expertise. Et au-delà de ces domaines d'expertise, on apporte à nos clients une véritable maîtrise des coûts, des délais tout au long de leur projet. Un rapide patchwork des projets dans le domaine viti et spiritueux. Pour arriver à la problématique du jour, donc mon intervention portera sur un sujet qui est souvent à l'ordre du jour dans nos projets, à savoir déconstruire ou réhabiliter. Et donc les outils numériques qui nous accompagnent dans la définition de ce choix crucial pour nos maîtres d'ouvrage. Un peu de contexte. Voilà, la construction d'un bâtiment privé, ça consomme 40 fois plus que sa rénovation. En tertiaire, ça va jusqu'à 80. Et on est dans un contexte à la fois normatif et réglementaire, avec le gouvernement qui veut nous emmener, et on veut tous aller vers une réduction des gaz à effet de serre, une stratégie bas carbone qui vise la neutralité. Et donc, dans nos projets, on a ces prérogatives et ces questions pour aller vers des projets plus vertueux en termes de diminution de l'artificialisation, de la réhabilitation. Et spécifiquement dans les projets vitivinis et spiritueux, on a une grande question qui est la limitation de la consommation du foncier. Et tout ça dans un environnement où on ne doit pas transiger avec la qualité des produits et la soutenabilité économique, parce que chaque maître d'ouvrage a un placement tarifaire et un projet différent. Donc, j'ai souhaité articuler la présentation avec 3 cas d'études. Donc, le premier, ça concerne plutôt la rénovation. Excuse-moi Arnaud, pardon, je te coupe. On n'entend pas très bien le son est pas très bon. Donc, ce que je te propose de faire, c'est peut-être de couper ta caméra, si tu veux bien, et peut-être que ça permettra un flux de bande passante meilleur. Alors. Ça dépend des moments, en fait, où si tu as... Essaye, on va voir. Est-ce que là, c'est mieux? Pour l'instant, oui. Très bien. Donc, le premier cas d'étude, ça concerne plutôt la rénovation lourde.
donc des projets d'envergure où la préfiguration et la phase à la fois de concours et de esquisse du projet va prendre une grande place, où on va pouvoir développer des stratégies très en amont des choix importants pour le maître d'ouvrage, et où on va pouvoir utiliser des outils comme la lasergrammétrie ou la géodétection associée à l'aide à la décision, analyse de cycle de vie. Ici, donc j'ai voulu présenter, maintenant c'est la présentation qui n'avance pas. Voilà. C'est bon. Donc des outils qui permettent d'avoir des indications très précises sur l'état actuel du domaine. Donc on va pouvoir faire réaliser un nuage de points par un relevé laser de l'ensemble du site qui va nous donner une multitude de points dans le site qui nous permettront d'aller vérifier nos hypothèses et les possibilités d'aménagement logistique, de construction, de choix architecturaux au travers de ce nuage de points qui nous donne une image telle que le réel du projet existant, et on va pouvoir s'en servir de base pour développer un projet de réhabilitation. Ici, on a un exemple, on peut même aller se promener dans cette maquette qui nous permet de visualiser, par exemple, ici, un comble technique pour aller vérifier que lors de la rénovation, on va bien pouvoir augmenter l'isolation, changer le type d'isolation, rénover. Donc voilà, ici, dans ce cas présent, on avait un grand bâtiment qui articulait un chai à briques, un cuvier bois, un cuvier inox, un cuvier béton. Notre but, ça a été de sauvegarder au maximum les parties de bâtiment qui présentaient un intérêt à la fois fonctionnel et patrimonial du bâtiment, et on s'est aperçu que cette stratégie pouvait être mise en œuvre. On pouvait réaffecter les lieux en utilisant les mêmes hauteurs de niveau, les mêmes charpentes, et avoir une intervention uniquement sur une excroissance qui était identifiée et postérieure à l'ensemble du bâtiment, qui était le cuvier béton, et sa déconstruction et la réutilisation d'ailleurs des agrégats dans les bétons de site a permis de solutionner une question d'usage qui nous a permis de créer un niveau inférieur et un niveau mezzanine qui nous permettait d'avoir un seul niveau entre la réception vendange, les chambres froides, la ligne de tri et les têtes de cuve. Donc, on n'est pas pour la 100% réhabilitation, mais on va trouver la réhabilitation, la déconstruction la plus intelligente et efficiente pour apporter le bénéfice d'usage au projet. Et donc, les outils numériques qui s'y accrochent, on a notamment des outils de numérisation pour le réemploi. Donc, issus de ce nuage de points, on va pouvoir modéliser les parties de structure qui vont être conservées ou les parties de seconde œuvre, et leur associer des caractéristiques pour quantifier l'impact carbone de cette réhabilitation. Ici, quelques exemples sur les contenus carbone des projets et des matériaux qui peuvent être conservés. Donc, on a sur les matériaux de structure des poids carbone qui sont très importants quand on garde une structure qui était entièrement en béton. On voit qu'on conserve beaucoup de poids carbone. On a la même chose pour les isolants, les menuiseries. Et alors, juste, pardon, je te recoupe une seconde parce que souvent il y a des passages où ça recoupe aussi, ça regrésille. Je sais pas si tu as soit des écouteurs ou si tu peux essayer de passer en filaire. Ou alors, en fait, quand tu enchaînes, tout va bien. C'est dès que tu réfléchis entre deux mots ou que tu respires, ça va plus. Donc sinon, il faut plus respirer.
Et tout Je d'un vais coup, essayer d'arrêter de respirer. C'est un peu. non, Je vais chercher des écouteurs, j'en ai pour une minute. essaye si tu en as apporté, peut-être en filaire, ça passera un petit peu mieux. Juste, j'en profite pendant qu'il va chercher les écouteurs pour ce que disait Maëva tout à l'heure. Je vois l'onglet, alors je sais pas si Valérie le voit toujours, mais pour les participants qui nous suivent, je vois l'onglet aussi questions-réponses. Donc, si jamais vous continuez d'écrire directement dans cet onglet pendant sa présentation, je pourrais reprendre vos questions à la fin, parce que je les vois aussi apparaître. Donc, t'embête pas, Maëva, avec le copier-coller dans la conversation, je les vois bien aussi, il n'y a pas de souci. Super, merci Thomas. Alors, voyons avec des écouteurs. Est-ce que vous m'entendez toujours? Là, ça va. Si tu respires pas, pour l'instant, c'est bon. Là, ça va. Je te Je dirai, vais tenter de le continue. faire sans respirer. Vas-y, tu peux y aller, c'est bon. Là, pour l'instant, ça va. Alors, sur le deuxième cas d'étude, c'est toujours une problématique qui là est plus industrielle, avec la conversion de sites industriels. Toujours dans l'objet de limiter l'artificialisation des sols. On a un site dans le Cognac qui avait un mode de conservation traditionnel en pyramide. Et donc, on va proposer d'avoir des modélisations pour pouvoir stocker soit plus en hauteur sur des racks, soit en quantité supérieure avec des foudres, éventuellement sur 2 niveaux avec la création d'une mezzanine. Et là, les outils, notamment numériques qu'on va utiliser, ça va être tout ce qui va être redéfinition des conditions de sécurité de la structure et des impacts sur les risques nouveaux apportés par ces constructions. Donc, on va de nouveau sur des modèles existants de bâtiments modéliser la structure, les réseaux d'incendie et les impacts thermiques en cas d'incendie. Est-ce que là, vous m'entendez? On t'entend, ça grésille toujours un petit peu, mais on y arrive. On ira au bout. On va y arriver. Ça m'embête un peu. C'est peut-être le réseau, mais ça va. Ça saute des fois, mais ça m'étonnerait que ce soit le réseau, parce qu'on a quand même une bonne connexion. Mais... Bon, écoute, ça va. C'est des passages plus compliqués, mais ça va. OK. Et enfin, le dernier cas d'étude présente un projet de rénovation à périmètre constant, parce qu'on a parfois aussi des données d'entrée claires. Le budget fait qu'on va rénover à périmètre constant. Et là, on va travailler donc à l'intelligence du low-cost et du low-tech pour arriver à des résultats qui peuvent amener à des productions très, très intéressantes. On a ici le cas d'une conversion d'un corps de ferme qui avait déjà une partie de cuvier béton, mais qui n'élevait pas dans son propre bâtiment, où on a créé, donc adossé au cuvier béton qui a subi un rétrofit, une salle d'élevage, donc un chai d'élevage dans un ancien corps de ferme avec une intervention caractérisée par une simulation thermique dynamique. Et donc, la position de ce corps de ferme, assez idéale, avec une grande longère nord, a permis d'avoir une intervention très frugale et par uniquement une correction d'isolation chaud-chambre sur les parois à pierre et pouvoir dimensionner au plus juste des solutions de maintien en température dans ce chai d'élevage qu'on a pu caractériser par la simulation de l'existant dans un modèle numérique et ainsi accompagner notre maître d'ouvrage sur une rénovation à périmètre constant. Donc voilà, pour vous dire que les interventions de choix entre la réhabilitation et la déconstruction peuvent avoir plusieurs niveaux de service. On a vu le cas numéro 1, qui est plutôt une solution d'intervention lourde. On va avoir une maîtrise d'œuvre élargie avec un manager de projet, des spécialistes par corps d'état de métier, de process, de VRD, d'économie, de fluide, de structure. Tout ça intégré dans un projet porté par un ou plusieurs architectes. Mais on peut avoir d'autres cas de figure, comme dans le cas numéro 2, avec une maîtrise d'œuvre globale pilotée uniquement par l'ingénierie, puisque la problématique est uniquement technique, où ici, on va avoir un chef d'équipe et son équipe d'ingénierie pluridisciplinaire
et sur les cas voilà, qui sont peut-être une intervention plus mesurée ou plus sur mesure, une intervention de type assistance à maîtrise d'ouvrage qui va essayer d'aller vers le plus impactant pour le maître d'ouvrage et les apports qui vont être différenciants pour les choix. Et ici, on va retrouver des profils, soit d'ingénieurs assistants maîtrise d'ouvrage ou d'économistes lorsque la dominante du projet le demande. Donc voilà, les missions d'ingénierie, elles sont au service des besoins du client et à chaque client, on va définir un niveau d'intervention pour lui apporter soit la maîtrise des coûts, la notoriété, les délais, la qualité, la sécurité ou la continuité de service. Bon, j'espère que malgré les grésillements, vous m'avez un petit peu entendu et je vous écoute pour les questions. Mais écoute, merci Arnaud. Bon, désolé pour les participants. Il y a eu des passages avec la présentation un petit peu, avec la qualité un petit peu hétérogène, mais dans l'ensemble, ça a été. Et merci, c'était très clair. Donc, je vois pour l'instant. J'avais une question à poser après si elles viennent. Je les prendrai. J'en profite pour démarrer comme j'ai la parole. Je voulais te demander justement par rapport à ce type d'outils qui permettent finalement d'imaginer un petit peu le meilleur scénario à envisager entre des constructions et réhabilitation. Est-ce que finalement, dans le constat global, il y a des cas où on se rend compte que techniquement, économiquement ou environnementalement parlant, ou peut-être même les trois, il vaut mieux finalement quasi tout déconstruire ou tout détruire et refaire à neuf que réhabiliter parce que ça vaut pas le coup? Bien sûr, ce cas de figure arrive, notamment quand on a des constructions hétérogènes qui sont de qualité structurelle très pauvre. Donc, on peut être face à une structure qui a été soit non calculée ou fait au fur et à mesure. Et donc là, les renforts d'une telle structure sont sans commune mesure avec une déconstruction et un remplacement de la structure. Il peut y avoir aussi des questions de pollution qui peuvent intervenir dans la réflexion. Mais oui, la volonté initiale de réhabiliter existe, mais la conclusion de l'étude d'ingénierie peut complètement amener à déconstruire pour proposer un nouveau bâtiment. D'accord. Ok. Et du coup, alors, ça me permet juste de rembrayer sur ces cas d'études que tu nous présentes. Est-ce que tu constates peut-être aujourd'hui que globalement, peut-être depuis combien de temps la pratique, on va dire, assez courante de ce type d'outils se fait, ou les demandes en tout cas se font de plus en plus depuis combien de temps, vous qui avez l'habitude chez Overdrive aussi d'en recevoir peut-être? Voilà. Est-ce que c'est récent, cette utilisation d'outils qui permettent de faire un petit peu ces diagnostics, ces constats et d'envisager les meilleurs scénarios, ou c'est quelque chose qui se fait quand même depuis très longtemps? Alors, ce qui est récent, c'est l'intégration massive du réemploi dans les demandes des clients et la combinaison du poids carbone et du choix technico-économique déconstruire, rénover. La question du choix technico-économique, est-ce qu'il faut déconstruire ou est-ce qu'il faut rénover, ça, on l'a depuis des années. Mais aujourd'hui, on vient ajouter des critères à cette décision qui sont le poids carbone. Est-ce qu'on peut à la fois déconstruire, mais réutiliser les matériaux qu'on est en train de déconstruire? Ou est-ce qu'on peut faire… il y a aussi l'artificialisation des sols qui, elle, depuis, je dirais, 2-3 ans, est vraiment prépondérante sur les sujets. Mais voilà pour situer un petit peu qu'est-ce qui est émergent et qu'est-ce qui était existant. Ok, d'où le terme notamment, c'est pour ça que j'appuyais dessus, plutôt déconstruction qu'on voit de plus en plus apparaître à l'instar de destruction. Oui. Ok, ben merci. Écoute Arnaud, moi je vois pas, alors si Maëva tu vois des choses apparaître que je voyais pas, tu peux me couper, mais sinon je voyais pas d'autres questions apparaître dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. Donc je vais te remercier Arnaud, on transmettra aussi à la fois tes éléments et tes coordonnées, et on va enchaîner avec du coup Pierre Vital d'EDIS, que je vais inviter à nous rejoindre avec le micro et la caméra et tester le partage d'écran. Donc EDIS qui est aussi un acteur majeur dans le secteur de l'ingénierie et de la gestion d'infrastructures, qui accompagne notamment les territoires aussi dans la réalisation puis l'exploitation de leur opération de développement et d'aménagement des espaces.
et qui va nous parler lui aussi d'un exemple concret avec le château du Rothou, qui s'est restructuré à travers la conception justement d'une maquette 3D que va nous présenter Pierre. Donc je vous laisse la parole. Si vous avez la main dessus, Arnaud a départagé son écran. Pierre, je vous vois. Ouais. Donc n'hésitez pas à Merci, repartager Thomas. votre écran. Ouais. Tac. Et je laisserai, je vous dis quand ça marche, et je laisserai Maëva après animer la séquence à la fin s'il y a des interventions et des questions pour vous. Merci Thomas. Ça va arriver en grand écran, diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors c'est bon, pas encore en mode plein écran, mais on voit le diaporama. Et que ça mouline. Ouais, je pense. Ça devrait arriver parce que je vois qu'il cherche, mais... Là, vous avez l'ensemble du diapo, c'est ça, avec la diapo suivante? Oui. Je vais mettre en pause, je vais voir si je... Si là, alors là, vous l'avez passé en mode présentateur, je pense. Mais ça marche. Si vous le passez comme ça, essayez de passer la suivante. Ouais, on le voit bien. Vous l'avez, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, ok. Bien, en tout cas, merci pour votre invitation à ce webinaire. Donc, effectivement, je vais vous parler de l'intérêt de la maquette 3D pour la construction d'un chai existant dans la thématique des chais durables. Et pour ça, je vais m'appuyer sur l'exemple du château du Retour, qui est un cru bourgeois dans le Médoc, que certains d'entre vous connaissent probablement. Et donc, chez qui on a réalisé une mission. Donc, le château du Retour avait comme projet la réorganisation de son cuvier inox pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que les capacités des cuves n'étaient plus adaptées aux parcellaires du château, que les cuves qu'il possédait étaient peu pratiques pour la vinification des rouges et notamment pour tout ce qui était délestage, puisque ça, c'est le mode de fonctionnement de vinification en rouge qui est utilisé là-bas, avec des portes hautes pas facilement décuvables, donc tous les vignerons vinificateurs verront tout de suite de quoi je parle. Une capacité totale de vinification qui était trop juste pour absorber les nouvelles surfaces, les jeunes vignes et les surfaces qui arrivaient en production. Et puis, il y avait une installation avec des tuyauteries fixes de vendange qui était compliquée à nettoyer. Voilà. Donc ça, c'était le projet du château qui, du coup, nous a sollicité parce que la problématique était la suivante. Le château du Retour a un foncier qui est limité, avec un joli parc boisier à l'arrière du château, ce qui fait qu'il n'y avait pas 50 solutions, il fallait arriver à faire quelque chose dans l'existant. En plus, l'existant donc est composé d'un cuvier béton que vous devinez peut-être à l'arrière là, et d'une extension plus récente avec un cuvier inox. Le cuvier inox, en tout cas la structure du bâtiment, était très propre, était assez récente, une vingtaine d'années, mais en tout cas parfaitement en état. Et le château disposait d'un budget maîtrisé, on va dire. Voilà, donc il fallait essayer de jongler avec l'existant. On ne pouvait pas se permettre de tout raser, tout reconstruire, ou alors planter une extension dans le joli parc du château. Quand je vous parle de l'extension du bâtiment, on était gêné par
Pour la restructuration, on était gêné par des éléments des fermes métalliques que vous voyez peut-être ici à l'écran, qui gênaient pour la circulation en hauteur au-dessus des cuves. Le bâtiment a l'air comme ça, sur la photo, a l'air rectangulaire, mais ce n'était pas du tout le cas. On avait des angles un peu particuliers et on avait toute une série d'accès aux installations existantes. Donc, que ce soit pour accéder au cuvier béton, là, qui est au fond, on avait aussi on a un autre accès qui est au chai à barrique sur le côté gauche, un autre accès à une petite pièce au fond dans laquelle on a mis des garde-vins. Enfin, voilà, donc il y a toute une série de choses qu'il fallait garder, qu'il fallait préserver au maximum, ou en tout cas qui auraient dramatiquement grévé le budget si on avait été obligé d'y toucher. Et puis, cerise sur le gâteau, c'était sous le carrelage que vous voyez ici, donc légèrement sur la gauche, on avait des cuves, on a toujours des cuves enterrées que monsieur et madame Swal souhaitaient conserver accessibles pour pouvoir les utiliser. Donc voilà, ça c'était la problématique. Donc, il n'y avait pas de solution simple qui remplissait toutes les conditions. Ils ont fait appel à l'époque à des chaudronniers qui leur ont proposé des modèles de cuves, mais aucune des solutions qui étaient proposées permettait de cocher toutes les cases. Et puis, ils ont fait aussi appel à certains de nos confrères qui n'avaient pas à l'époque la maîtrise, ou en tout cas la solution à proposer, tout en restant dans un coût acceptable. Donc, ce qu'on a fait avec eux, nous, on leur a proposé l'utilisation d'une maquette 3D. Alors, vous allez voir, ça n'a rien de révolutionnaire, hein, la maquette 3D, c'est ce que vous faites quand vous rénovez une cuisine ou une salle de bain. Moi, ce que je vais juste vous expliquer, c'est la méthode qu'on a employée et comment, finalement, on arrive à faire des choses intelligentes, ou en tout cas optimisées, avec cette méthode de la maquette 3D. Donc, première étape, pour réaliser le projet, ça a été de réaliser un relevé intérieur de l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire qu'on prend en compte tout l'espace intérieur et tous les obstacles existants. Donc, on a fait abstraction. Au début, on avait les cuves, évidemment. Donc, d'un point de vue informatique, il est facile maintenant, avec les outils dont on dispose, de supprimer ou masquer tel ou tel élément. Donc là, on avait supprimé toutes les cuves. Vous reconnaissez peut-être, on avait un îlot béton tout à l'heure avec des cuves béton, donc il est toujours là. Et là, on se trouve dos à la réception vendange. Voilà, on retrouve nos éléments de ferme métallique, là, ici, qui nous embêtent. Et puis, les différents accès dont je vous ai parlé. Donc ici, l'accès au chai à barrique. Ici, l'accès à une petite pièce au fond. Là, le cuvier béton. Un autre accès passerelle pour le cuvier béton. Voilà, donc comme ça, on a les points durs. Avec le relevé intérieur, on a les points durs, on sait par où on doit connecter le nouveau projet avec l'existant. Deuxième étape, donc vous allez voir, ça se déroule en 3 étapes. Deuxième étape, mais c'est vrai que finalement, je ne vous spoil rien du tout, puisque vous avez la deuxième diapo qui est à droite. Deuxième étape, on définit les circulations dans le bâtiment, et on indique les capacités utiles. Alors, vous devinez peut-être ici, ce qui est en vert, on avait représenté en fait des volumes de circulation. Donc, ça nous permet de connecter en fait les existants avec les portes, les accès, avec notre projet. Donc, on a défini toutes ces circulations-là avec des volumes représentés en vert. Et puis, à la fin, il nous reste notre capacité utile du bâtiment, c'est-à-dire le volume qui est exploitable pour de la cuverie. Ce sont les gros volumes que vous voyez ici en bleu. Donc, quand on est là, fin de l'étape 2, on a mis en cohérence le nouveau projet, ses circulations avec l'existant, et on a des enveloppes qui sont libres pour y mettre ce qu'on veut. Donc, on va pouvoir y mettre de la cuverie. Là, en l'occurrence, voilà, de la cuverie, mais ça marche exactement de la même façon. Quand on est sur une brasserie pour des tubes d'empâtage, ça marche exactement de la même façon
pour la mise en place d'une distillerie, des alambics, on fonctionne toujours de cette façon-là, pour d'abord garantir les accès, l'accessibilité, et puis ensuite voir comment on intègre le process. Donc, troisième étape, le dimensionnement et l'implantation du process et des passerelles. Donc, finalement, on est, alors ici, je suis désolé, ça va être tout petit sur votre écran, mais ici, c'est le sommet des cuves béton auquel on n'a pas touché dans le projet. Il y avait un accès à l'ancien cuvier béton qui se trouve là, et on a fait un réseau de passerelles, voilà, qui permet de circuler d'un bout à l'autre de la nouvelle cuverie et qui permet aussi de relier le deuxième niveau, puisqu'on a installé des cuves compartimentées. Voilà, donc dans les volumes bleus, vous l'avez compris, on a installé des cuves. Dans les volumes verts, on a installé tout notre réseau de circulation. Le résultat. Alors, vous avez ici donc, côté la porte qui donne sur la réception vendange. Donc avant-après. Donc nous avons l'ancienne cuverie ici, pas pratique pour les décuvages, volume peu adapté, etc., qu'on a remplacé ici par de la cuve para double compartiment. Donc pourquoi double compartiment? Parce que dans le cas des délestages, quand ils sont fréquents, c'est vrai que d'avoir le compartiment à jus qui est juste en dessous de la cuve de vinif au-dessus, c'est hyper pratique. Donc ça permet de... Alors, la cuve para permet aussi de maximiser le volume de cuverie par rapport à l'espace disponible. Donc, sur ce côté-là du bâtiment, on a privilégié de la cuve para. Et puis, de l'autre côté, on était un peu moins serré en termes d'espace disponible. On a utilisé de la cuve cylindrique, là aussi compartimentée. Alors, vous devinez peut-être ici une passerelle d'accès pour le niveau haut, une cuve compartiment de vinification. Et puis en bas, toujours pareil, le compartiment à jus qui a pu être optimisé pour chacune des cuves. Et puis, on passe sous une cuve ici pour aller au chai à barrique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ici, autre élément important concernant les décuvages. Le pressoir se met ici dans l'allée, là où vous avez un chariot élévateur qui est positionné, et on vient installer en fait au niveau des portes de décuvage du compartiment haut, on vient installer une glissière, ce qui fait qu'aujourd'hui, le décuvage est grandement facilité puisque on a juste à tirer le marc sur la glissière pour que ça vienne remplir le pressoir. Donc là, gros gain en termes d'ergonomie pour monsieur et madame Soile et leurs équipes. Donc les délestages sont optimisés puisqu'on a deux compartiments, les décuvages facilités, je viens de vous en parler. Et puis on a profité pour déposer l'ancien réseau de tuyauterie qui était un réseau de tuyauterie fixe, compliqué à nettoyer, qu'on a remplacé par un réseau de tuyauterie démontable avec des parties fixes, des parties mobiles. Donc ça permet en fait un gain énorme en volume d'eau de nettoyage. Donc ça participe aussi évidemment à la durabilité, à la sauvegarde environnementale du projet. En bas, vous avez une autre vue, donc la partie cuve béton qui est là-bas derrière, et puis une vue sur les passerelles et les cuves cylindriques compartimentées ici. Voilà. Donc, conclusion de cette intervention sur la maquette 3D. La maquette 3D dans la conception, ça permet déjà une bonne perception des espaces et des volumes. Il n'est pas évident pour des novices comme pour des gens aguerris, moi y compris, de se représenter sur la base de vue en plan et de coupe, de se représenter une volumétrie d'espace. Et alors, quand on rajoute à ça
l'intégration d'un process, que ce soit là aussi quand on a un alambic, quand on a des supportages de groupes de froid, des choses comme ça, tout de suite, ça devient assez compliqué. Et c'est vrai que l'utilisation d'une maquette 3D, comme vous la voyez ici, de suite, même avec des volumes simplifiés, ça permet de comprendre comment ça va fonctionner. Donc ça, c'est un gros atout parce que finalement, entre l'équipe de maîtrise d'œuvre et puis le maître d'ouvrage, donc le client, un visuel vaut bien mieux que 50 plans à déplier avec des échelles différentes, etc. Donc c'est un visuel qui est compréhensible par tous. Et aujourd'hui, avec les outils numériques, en fait, on a la possibilité de réaliser dans ces espaces ou sur ces maquettes 3D, de réaliser des visites virtuelles. Alors, il y a le côté gadget qui peut être très sympa. Hein. C'est sympa de pouvoir se balader de façon virtuelle dans un bâtiment qui n'est pas encore construit. Et nous, on s'en sert surtout d'un point de vue opérationnel, avec des groupes de travail d'opérateurs pour valider les choix. Valider les choix des espaces, valider les choix du positionnement, telle ou telle vanne, est-ce qu'elle est accessible? Est-ce que j'ai suffisamment de place? Donc, toute cette ergonomie-là est pensée dès le début, finalement, avant même de lancer concrètement les travaux. C'est-à-dire qu'on valide tout ça ensemble, avec nos clients, avec leurs équipes, et comme ça, le personnel s'approprie déjà le projet avant même qu'il soit conçu. Donc là, je vais vous montrer rapidement. Vous le voyez tourner, c'est tout petit, c'est ici. Voilà, on peut accéder à des passerelles, on peut se circuler au milieu des cuves. Donc ça, c'est des choses qu'on réalise maintenant de façon très courante et que vous avez d'ailleurs, dernier projet en date, c'est le fond d'écran là qui est derrière moi. Cave coopérative de Puy-Laché, pour qui on a réalisé 40 000 hectos de cuverie supplémentaires, avec qui on a travaillé justement en groupe de travail avec les opérateurs de cuverie pour définir un peu tous les points d'eau, les points nettoyage, l'électricité. Voilà, tout ça a été défini ensemble, ce qui fait que quand on a livré, c'était au mois de juillet, quand on a livré les premières travées de cuve, de suite, dès les premières belles vendanges, les opérateurs étaient opérationnels. C'est-à-dire qu'ils connaissaient déjà le projet, ils avaient déjà mémorisé les numéros des cuves, et tout ça, ça a fait gagner un temps énorme. Et puis, on a pu faire les petits ajustements en phase projet au fil de l'eau pour arriver à quelque chose qui soit effectivement plus durable et plus économe, notamment en fluide et en énergie. Voilà, je ne passe pas, hop, ça démarre. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et je vous repasse la main. Maëva, je crois que c'est toi qui... Oui, merci Pierre. Alors du coup, je ne vois pas encore de questions. N'hésitez pas dans le chat ou l'onglet questions-réponses. Et puis moi, du coup, je vais t'en poser une. Donc, tu as parlé au niveau des résultats d'ergonomie accrue, d'économie d'eau et d'économie en temps de personnel pour effectuer les actions. Comment est-ce que vous définissez des indicateurs de performance et est-ce que ces indicateurs de performance, en tout cas ces mesures, peuvent être réalisées, simulées a priori sur la maquette 3D? Comment ça se passe en fait? Ouais, j'ai un exemple en tête très simple, c'était sur de la tuyauterie, du nettoyage de tuyauterie. La maquette permet rapidement d'optimiser les longueurs de tuyauterie. Et dès qu'on a la longueur d'une tuyauterie avec son diamètre, qu'on fait une tuyauterie par exemple qui est raclable, on est en mesure de calculer le volume d'eau nécessaire pour son nettoyage. Donc, on demande juste à notre maître d'ouvrage de nous dire combien il utilise d'eau. Donc, ils font un test en grandeur réelle dans leur installation existante. Ils nous disent, voilà, on a utilisé tant d'eau pour notre canalisation de vendange, par exemple. Et nous, on sait leur dire, voilà, demain, et avec une précision très importante, on est à plus ou moins 5%, on dit, demain, voilà, vous faites 30 ou 40% d'économie d'eau, à plus ou moins 5% de tolérance.
Donc finalement, au-delà de l'appropriation des bâtiments par toutes les parties prenantes, ça permet aussi de régler en amont des questions que peuvent avoir les personnes lors du visionnage en fait, de ces visites, virtuelles. Oui, tout à fait. Ouais, ok. Et Laura Espérandieu, tout à l'heure, du coup, mettait la notion de partie prenante au centre des démarches de durabilité. Ces maquettes, elles sont transférables, enfin, c'est des outils de travail avec d'autres acteurs de la construction quand vous êtes engagé sur des projets comme ça. Je pense aux architectes ou autres. Comment est-ce que vous fonctionnez pour le partage de données? Oui, alors j'en profite pour saluer Gwen qui a fait une petite remarque tout à l'heure, mais effectivement, c'est des maquettes qui sont partageables, c'est-à-dire que pour nous, la maquette, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil de communication et d'aide à la décision pour toute l'équipe. C'est vraiment, on se réunit tous, on a tous la base maquette commune. Donc que ce soit les architectes, que ce soit des gens qui travaillent sur le HQE, que ce soit des ergonomes, que ce soit des gens même de la MSA, comme on va voir tout à l'heure avec Alexis. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit partageable et compréhensible par le maximum de monde, parce qu'on part du principe qu'il faut toujours qu'un client maîtrise parfaitement son projet. Et pour qu'il le maîtrise parfaitement, il faut lui procurer tous les outils nécessaires pour qu'il puisse maîtriser les tenants et les aboutissants. Et la maquette fait partie de ces éléments. Ok. Eh ben, Pierre, je te remercie. Je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. Donc voilà, on communiquera tes coordonnées et ton support de présentation. Et donc, on laisse la place à l'intervenant suivant. Donc, il s'agit d'Alexis Pagnac. Merci Pierre. Donc, Alexis Pagnac pour la MSA qui va vous parler du projet, du site internet monprojetdechez.com qui vise à accompagner les viticulteurs dans la réflexion autour de la sécurité et l'ergonomie de leur chai. Donc, c'est un site qui a été créé par le service santé et sécurité au travail de la MSA. Oui, alors, vous m'entendez bien ? Oui, c'est parfait. Oui. Bonjour à toutes et tous. Merci de me permettre de présenter ce site internet. Donc, je vais aller pas mal dans le sens de ce qui vient d'être dit. Rapidement, pour me présenter, donc, alors, est-ce que je peux passer la diapo? Je ne sais pas si Pierre, tu as pu arrêter ton partage. Là, on voit à l'écran. Ah oui, c'est bon, hop, je peux passer. Ouais, bon. Donc, je suis Alexis Pagnac, je suis conseiller en prévention au sein du service santé-sécurité au travail de la MSA de la Gironde, service qui est composé de 2 pôles, le pôle santé au travail avec les médecins et infirmières, et puis le pôle prévention des risques professionnels avec 8 conseillers répartis par secteur géographique sur toute la Gironde. Donc, notre objectif principal, c'est d'aider à préserver la santé physique et mentale des employeurs et des salariés agricoles, et puis d'accompagner les entreprises dans l'amélioration des conditions de travail. Pour comprendre pourquoi on s'intéresse à la conception et à l'aménagement de chais, l'idée, c'est que nos interventions, on évite de les inscrire dans une approche curative de réparation, puisque l'idée, c'est d'intervenir en amont, donc que ça soit en prévention dite secondaire, donc on va modifier des situations existantes, on va essayer de s'adapter. Le seul souci, c'est que les marges de manœuvre sont plus contraignantes. On a pu le voir avec l'exemple que Pierre vient de nous montrer au Château Retou, avec ces fameuses contraintes structurelles de ces fermes métalliques, par exemple. Donc voilà, on va avoir des marges de manœuvre réduites et puis parfois, du coup, des solutions plus coûteuses ou plus chronophages, plus complexes à mettre en œuvre. Donc, l'idéal, c'est vrai que c'est de se situer en prévention primaire avec cette approche réflexive le plus en amont pour essayer d'intégrer un maximum d'éléments pour essayer de faciliter et sécuriser le travail. Donc, on essaie de s'inscrire dans cet accompagnement de projet, donc projet qui peut être l'achat d'une machine, la réorganisation d'une zone ou la conception d'un bâtiment en entier. On part de constats sur le terrain avec certains projets qui conduisent à des écueils, des hauteurs qui ne sont pas forcément prises en compte, par exemple,
une accessibilité aux organes de commande qui est complexe, des pentes insuffisantes pour l'évacuation des eaux dans un chai, souvent des espaces de stockage sous-dimensionnés, parce qu'on ne mesure pas tout le matériel dont on a besoin forcément et qu'il faut remiser quand on ne l'utilise pas. Et puis des choix techniques qui engendrent des situations dangereuses, parfois comme, je ne sais pas, des pompes à marc qu'on utilise lors du décuvage. Voilà, donc pas mal d'écueils. Et puis des projets, on le remarque, qui ne prennent pas forcément en compte le travail réel. Donc voilà, le travail, ce n'est pas un processus qui fonctionne bien de A à Z, c'est de la gestion des aléas, des dysfonctionnements, des urgences, des ajustements. Et l'idée, voilà, c'est de prendre en compte tout le travail et notamment aussi les tâches dites non productives qui sont parfois oubliées. Donc, j'ai évoqué le stockage, on a aussi la gestion des déchets, la maintenance des équipements, le contrôle et les vérifications. Voilà, donc toutes ces tâches non productives qu'on essaye d'insérer dans les projets pour voir si tout peut être géré de manière ergonomique et fonctionnelle. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit qu'un projet, donc comme je disais, que ce soit l'achat d'un pressoir, ma réorganisation de ma réception vendange, ou alors la construction ou le réaménagement de mon chai ou de mon cuvier, tous ces projets vont être vraiment l'opportunité de réfléchir à des situations qui vont permettre un travail facilité et sécurisé. Du coup, nous, en tant que service santé-sécurité au travail de la MSA, on essaye d'accompagner les entreprises depuis quelques années sur l'intégration de tous ces éléments. Et puis, on n'est pas assez nombreux pour suivre les projets, donc on a souhaité créer un outil qui a pris la forme de ce site internet, de cette plateforme web, pour accompagner les vignerons. L'idée, c'est vraiment, souvent, voilà, on va pouvoir, on va avoir tendance à analyser le process au travers des différents flux, c'est très bien, et notamment du flux de la matière première, le raisin qui sort de la parcelle, qui arrive à la réception vendange, qui rentre dans les cuves, etc. Et nous, on va essayer de juste changer un petit peu de regard et d'analyser le process au regard de toutes les opérations qu'on doit effectuer, que l'équipe doit effectuer, pour le bon fonctionnement du process et le côté fonctionnel des installations. Voilà, donc l'idée, c'est que l'outil Internet aille dans ce sens. On a dû faire des choix, parce que c'est un outil national, donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas contenter tous les champs lexicaux différents en fonction des terroirs. Donc voilà, on a essayé d'utiliser un vocabulaire générique, ce qui n'était pas évident. On a cette approche par ce qu'on appelle du coup les interventions humaines, c'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire partir vraiment du travail réalisé, et non pas que, souvent on a cette étiquette-là, nous le service santé-sécurité, notamment en rapport à notre nom, c'est l'approche par risque, et l'approche par risque est assez enfermante, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'embêter les gens en disant là, il y a un risque de chute de hauteur, là, il y a le risque lié au CO2, le risque chimique. Voilà, l'idée, c'est plutôt de comprendre le travail, les méthodes, les équipements utilisés, voilà. Et après, s'intégrera l'ergonomie, la prévention. Et c'est vraiment d'être au plus près, en tout cas, en prenant en compte les contraintes aussi, qu'elles soient d'ailleurs budgétaires, géographiques, architecturales. Voilà, l'idée, c'est de composer avec tout ça. Et puis, on a voulu aussi... L'idée, c'est pas d'être là, de préconiser des choses ou de conseiller. On est là plutôt avec un questionnement, en fait, pour interroger le projet et les choix. Et du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment pas donc, on a de l'expérience parce qu'on voit beaucoup d'entreprises, beaucoup de chais. Donc, on a cette plus-value, disons que voilà, on peut apporter des idées de ce qu'on voit ailleurs. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'interroger le projet et d'être en accompagnement à la maîtrise d'ouvrage. Pour aller un petit peu plus sur le site, pour vous le montrer, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, le site internet, alors on l'a voulu très simple, assez visuel. Donc, on est parti sur des illustrations plutôt que des photos qui figent un peu d'ailleurs le terroir ou le côté géographique. Donc, voilà, on l'a voulu assez intuitif. On a 3 onglets principaux avec notamment les clés de la réussite.
Donc, comme je vous l'exprimais à l'instant, partir des interventions humaines, donc du travail réalisé avec toutes ces composantes, dont les tâches non productives. Le fait de rester maître de son projet, ça voilà, on est vraiment c'est le maître d'œuvre, mais ça a été dit auparavant, c'est le maître d'œuvre qui a les clés de son projet. C'est lui, avec son équipe, qui va travailler dans son chez et dans ses installations. Du coup, l'idée, c'est que c'est vraiment à lui de définir, d'établir un cahier des charges précis pour la maîtrise d'œuvre. Et puis voilà, il y a des points sur lesquels il doit pas lâcher pour pouvoir être certain d'avoir des installations fonctionnelles et sécurisées. Donc voilà, là, on est sur cette thématique. Et puis impliquer tous les acteurs. Alors, on en a également parlé. Et alors ça, c'est très intéressant. Donc, tous les acteurs externes, hein, bien sûr, cabinets d'ingénierie, architectes, voilà. Les situations, ce qu'on appelle, nous, des situations de référence, c'est-à-dire les autres domaines viticoles qui peuvent avoir aussi des bonnes idées ou qui utilisent tel équipement ou telle méthode. Et il est assez intéressant de pouvoir, quand c'est possible, les voir et puis leur demander qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne, comment on peut améliorer ou l'adapter. Et puis impliquer les acteurs, notamment les salariés. Donc on l'a vu là, Pierre nous exposer un petit peu les groupes de travail via la maquette 3D qui peuvent être très intéressantes. En tout cas, voilà, l'idée c'est d'associer les salariés parce que déjà ils peuvent exprimer des besoins, ils peuvent apporter des très bonnes idées parce que c'est les utilisateurs finaux dans la plupart des cas. Et puis, Pierre en a également parlé, on aura souvent un rodage facilité puisque quand ils ont été intégrés en amont, ils peuvent davantage se projeter et on a un gain de temps lors de la mise en route des installations. Ensuite, on va voir l'onglet étapes d'un projet, donc, qui est divisé en 5 étapes. Donc là, je vous laisserai aller voir, c'est des petites vidéos didactiques qui reprennent un peu les éléments des différentes étapes. Et puis également avec une partie sur l'accompagnement que propose la MSA, avec entre autres des simulations sur plan, qui est un outil assez puissant pour vraiment projeter ses choix, soit conforter des décisions, soit apporter des améliorations. Alors ça peut être également une maquette 3D pour reprendre ce que disait Pierre, puisqu'on se rend davantage compte des volumes, et je parlais des hauteurs qui ne sont pas forcément prises en compte. Voilà, sur des plans 2D comme ça, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, simuler le travail est vraiment pertinent, et on voit qu'il y a des plans souvent qui bougent parce qu'on s'aperçoit que je sais pas, des accès sont sous-dimensionnés, on n'a pas prévu assez d'espace de stockage quand on fait la liste de tous les matériels, nos cuvons d'écoulage, ou de remontage, les sauterelles, enfin voilà, tout le matériel. Donc on va pouvoir retravailler les plans grâce aux simulations du travail réel. Et puis ensuite, la dernière partie, qui est la plus fournie, la partie Mon projet, qui est divisée en 5 catégories. On retrouve les principales: la réception de vendange, la vinif, le pressurage, l'élevage et le conditionnement. Et pour chaque catégorie, on va avoir la même idée, c'est un inventaire de toutes les interventions humaines. Donc on a essayé d'être exhaustif. Après, voilà, on est ouvert, on peut en rajouter, on peut en enlever. Enfin voilà, c'est aussi assez ouvert. Donc les remontées sont toujours intéressantes. La liste des interventions humaines, donc vous voyez, on prend tout en compte: nettoyer les équipements, réaliser la maintenance. Et pour chaque intervention humaine, on va avoir la même maquette où en fait on va retrouver 9 items. L'idée, c'est d'avoir toujours ce même mécanisme dans la réflexion. Et c'est dans cet accordéon d'items qu'on va poser les questions sur l'organisation. Voilà, on parlait des flux et des circulations tout à l'heure. Voilà, comment l'emplacement de la zone de réception est choisi, quel matériel et équipement j'utilise, de combien de personnes j'ai besoin, quelles sont les informations nécessaires et la communication, parce que parfois il y a du bruit, donc comment aussi on communique. Voilà. Et puis la petite partie gestion des dysfonctionnements, parce qu'il y en a toujours. Donc comment je vais gérer une panne? Est-ce que j'ai des pièces de rechange? Est-ce que j'ai un service en interne? Est-ce que j'ai un bon service après-vente et des bons contacts? Voilà. Autant de questions sur le projet.
Et voilà, donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Je vous laisserai naviguer dessus. L'idée, c'est que vous puissiez y trouver votre compte et des informations intéressantes. Il y a une petite vidéo au départ, une vidéo d'accueil sur l'accueil avec 2 témoignages de vignerons qui ont été accompagnés. Et puis voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, merci Alexis. C'était très clair, je me posais la question parce que je trouvais l'initiative que je connaissais pas hyper intéressante. En plus de la MSA, c'est vrai qu'en tant que, on va dire en tant que enfin, régime de protection sociale, au départ des professions agricoles, c'est intéressant que l'initiative effectivement parte du régime de protection sociale. Je ne connaissais pas, ça fait un petit peu l'analogie avec ce que je dirais en conclusion tout à l'heure, qu'on a pour la partie bâtiment. Bâtiment BTP, on va dire, pas forcément à destination déchets, mais c'est un petit peu l'ouverture qu'on veut en faire, un outil un petit peu d'accompagnement pour les maîtres d'ouvrage. Donc je découvrais un petit peu avec envie cet outil parce qu'il y a plein de choses dedans qui sont intéressantes, parce que j'allais vous demander justement dans les utilisations que les acteurs en font aujourd'hui, est-ce que c'est principalement des demandes peut-être qui vous sont remontées pour être accompagnés? Est-ce que c'est directement les propriétaires de chais par exemple, ou c'est plutôt les gens de la maîtrise d'œuvre qui travaillent sur des projets comme ça, architectes ou bureaux d'études, ou un petit peu les deux? Voilà, quel type d'acteurs naviguent un peu ou se font accompagner par l'outil directement? Donc, le site, déjà, il faut savoir qu'il est sorti récemment. Il est sorti en fin d'année 2021, là. Ouais, c'est récent. Donc, c'est assez récent. Et du coup, bah, nous, la promotion qu'on en fait, c'est pour les adhérents. Donc, c'est directement les vignerons. On essaye d'être au courant, justement, des projets parce que c'est vrai on n'est pas forcément connu, hein, on n'est pas identifié comme ressource sur la conception de chais ou, je vous disais, l'aménagement même d'une zone de réception. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, on essaye d'en faire la pub auprès des vignerons. Donc là, les projets qu'on suit, c'est les vignerons directement, soit que nous, on a approché en disant, bah, si vous êtes intéressé, on peut vous accompagner. Sachant que notre démarche, elle est vraiment, nous, on n'est pas, comment dire, on est vraiment en accompagnement et en collaboration avec les architectes, les cabinets d'ingénierie, la maîtrise d'ouvrage. Voilà, l'idée, nous, on remplace personne, on n'est pas estampillé assistant maîtrise d'ouvrage. Voilà, on est vraiment en accompagnement. Donc là, c'est vraiment les vignerons qui font appel à nous. Mais si des architectes ou des cabinets d'ingénierie ou autres souhaitent faire appel à nous, en tout cas, pour leurs clients, en tout cas pour le vigneron, nous, on est ouvert parce qu'à partir du moment où ils sont adhérents, c'est déjà pris en compte pris en charge par leur cotisation. Donc, nous, on n'a pas c'est pas, Oui, c'est pas du notre service. intervention n'est pas payante, hein, c'est déjà pris en compte. Voilà. D'accord. Et parce que du coup, bon là, c'est l'intervention qu'on vous demandait dans ce cadre-là. Évidemment, ça nous permet juste de balayer succinctement un petit peu le site dans le temps imparti. Mais si on rentre juste dans le détail sur la partie, l'onglet dédié à mon projet, est-ce qu'après, justement, pour ces profils-là on va dire, d'acteurs de l'ingénierie, architectes ou bureaux d'études, peuvent rentrer après, ça leur permet juste de se poser toutes les bonnes questions, d'avoir tous les éléments pour ne rien oublier, penser à tout dès la conception. Ils peuvent aussi rentrer des données, par exemple, sur un projet concret, qu'ils peuvent chiffrer, dimensionner, et ça leur fait des points d'alerte sur attention, pensez à ça. Est-ce que c'est compatible aussi avec leurs outils, ou est-ce que voilà, on n'en est pas là aujourd'hui encore, c'est simplement pour penser Oui. à tout? Oui, bah c'est sûr, on n'en est pas là. Après, c'est clair que je pense que ça peut être un début à pas mal de choses parce que le souci aussi, c'est que donc, dans les questions, vous le verrez, on a essayé d'être exhaustif effectivement pour essayer de penser en tout cas, si ce n'est tout, à un maximum de choses. Après, la plus-value reste dans l'accompagnement puisque les questions vont rester génériques et quand on pose la question de comment vous gérez, je ne sais pas, le CO2 lors des vinifications, l'idée c'est aussi de les accompagner là-dessus. Donc la plus-value va être aussi dans l'accompagnement entre guillemets physique. Voilà. Donc, Okay. mais oui, après, ça peut être intéressant. Pour l'instant, on ne peut pas rentrer de données chiffrées. Après, c'est vrai que les idées sont tout de suite, on en a pas mal, parce que travailler avec des cabinets ou des architectes qui font justement de la maquette 3D
c'est hyper intéressant pour essayer de se projeter aussi et puis conforter des choix ou pas. Donc, oui, il y a pas mal d'ouvertures possibles. Ok. Bon, mais c'était très clair. En tout cas, merci Alexis. Il me reste à vous remercier. Là, je vois pas d'autres Merci à vous. questions apparaître. On transmettra aussi vos éléments et vos coordonnées. Puis on va laisser la place au dernier intervenant, du coup que je présente, Cyriac Brassard, l'entreprise TIO, donc qui est une entreprise qui propose un intégrateur de solutions et d'équipements énergétiques à Bordeaux. Donc Cyriac, pareil, vous pourrez prendre la main et partager votre présentation et qui va, avant la conclusion, nous parler un petit peu de la compréhension qu'on peut faire autour de la réduction de sa facture d'énergie à travers la mise en place d'un plan de comptage adapté, voilà, grâce aux outils numériques. Donc c'est ce que va nous présenter Cyriac. Je vous laisse la main, même chose, une dizaine de minutes en partageant votre écran et je laisserai pour finir Valérie prendre la séquence s'il y en a à la fin de votre intervention, d'échange questions, voilà, avant de conclure. Donc Cyriac, n'hésitez pas, je pense qu'Alexis a départagé. Oui, très bien, je vous remercie. Du coup, je vais partager mon écran. Tac. Est-ce que là, c'est bon? C'est parti, c'est bon. Alors, je vais juste masquer les caméras. Tac. Alors oui, donc bonjour à tous. L'objet de ma présentation aujourd'hui est d'essayer de vous donner les clés pour comprendre et réduire votre facture d'énergie grâce aux outils du numérique. Du coup, je vais commencer par présenter Théo. Voilà, je vois que les images bug un peu. Là, ça va, enfin, nous, on le voit bien, en tout cas. Ok, bon, ça bug que chez moi. Bon, c'est pas très important du coup. Alors, Théo, on est expert du management de l'énergie et de l'environnement. Donc, on accompagne nos clients dans l'amélioration de leur performance énergétique et environnementale en leur proposant différentes solutions que je vais détailler juste après. Donc, Théo, c'est 17 personnes à Bordeaux, à Lyon et La Réunion. Et donc, pour ma part, Cyriac Brassard, je suis ingénieur conseil chez Théo à Bordeaux depuis 8 ans maintenant. Donc déjà, dans un premier temps, parmi les prestations qu'on propose à nos clients, donc il y a une partie conseil. Donc une première catégorie type état des lieux, on va travailler sur l'organisation, sur l'énergie, sur l'eau, sur les déchets, les matières, sur la conformité réglementaire, par exemple avec le décret tertiaire, sur les bilans carbone et le sujet du jour, le suivi énergétique. Après, on peut gérer des projets d'installation de comptage de systèmes de télérelève. Et on a également beaucoup de missions où on accompagne nos clients dans l'animation de leur système de management par la mise en œuvre des plans d'action, la vérification des économies, le suivi de performance, etc. Et après, on peut réaliser également des formations à la demande. On a également développé un logiciel de management de l'énergie qui permet de suivre les consommations d'énergie et d'eau, et également piloter des sujets transverses comme la gestion de plans d'action, la gestion de la veille réglementaire ou la sensibilisation des collaborateurs, etc. Hop. Alors, juste pour vérifier, là, il y a bien les images qui s'affichent pour vous ou il y a juste le texte? Non, il y a juste le texte, Cyriac. Oui, c'est ça bug, hein. C'est bien ce qui me semblait. Alors, attendez. Ah bah oui, ok, tout a bugué. Peut-être si votre présentation n'a pas trop changé, je peux la partager si vous le souhaitez. Bah ouais, je veux bien, parce que Allez. jusqu'à maintenant ça fonctionnait, puis là, ça ne fonctionne plus. On ne voyait pas les bugs parce qu'on n'avait pas. Alors, hop. Je vais arrêter mon partage d'écran. Ouais, c'est bon. Voilà, donc normalement, vous voyez le diaporama affiché. Est-ce que c'est mieux au niveau des images? Ah bah là, c'est bon, il y a les images. Ok, hop, on en était là, si je ne me trompe pas. Ouais, du coup, ça, c'était bon. Hop, et je vais juste enlever tous mes onglets. Allez-y, je vous en prie. Ouais, du coup, on peut passer à la suite. Donc, je vais passer rapidement sur ce slide-là. Donc, c'est juste pour montrer qu'on a pas mal de références. Et après, dans le secteur vitivinicole, on a travaillé avec plusieurs caves coopératives. Et actuellement, donc, on travaille avec un château dans le Médoc. Donc là, on peut
Voilà. Et donc, on peut passer au sujet du jour. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet-là? Donc, je pense que tout le monde a pu le remarquer. On a un coût de l'énergie qui est en constante augmentation, avec parfois des augmentations brutales. Il est donc nécessaire de chercher à faire des économies dans ce secteur-là. Et en parallèle de ça, on a le développement des outils numériques avec des outils de plus en plus performants. Et une solution que je vais vous présenter aujourd'hui est donc comment mettre en œuvre les outils numériques au service des économies d'énergie. Donc cette solution, c'est la mise en place d'un suivi énergétique. Donc ce suivi énergétique, comment est-ce qu'on s'y prend pour mettre en œuvre? Quelle stratégie? Donc 2 étapes. Déjà identifier les enjeux et les besoins, et ensuite choisir les outils les plus adaptés. Et à la fin, j'essaierai de vous présenter quelques exemples de retours d'expérience des économies qu'on a pu réaliser grâce au suivi énergétique. Donc déjà, pour identifier les enjeux et les besoins, les premières questions à se poser, c'est quels sont vos enjeux, quelle est votre facture énergétique, quelles sont vos ressources. Par ressources, il faut entendre les ressources financières, les ressources humaines ou matérielles. Les retours d'expérience nous montrent qu'il faut consacrer environ 5% de sa facture d'énergie au suivi énergétique pour générer 5 à 20% d'économie d'énergie par an. Pardon. Alors, on peut revenir un peu en arrière. Excusez-moi. Alors, l'objectif est de tendre au modèle qui est présenté en bas à droite, où là, on voit un système qui s'améliore en continu, où on a la facture d'énergie qui se diminue en continu, contrairement au système en bas à gauche, où là, on a une augmentation de facture, finalement une réaction, on met en place une action corrective pour réduire ses consommations. On a du coup l'effet voulu, on a une réduction des consommations, mais on n'a pas les ressources nécessaires pour suivre sa performance énergétique. Et donc, petit à petit, on a la consommation qui va se redégrader et revenir à l'état initial, et ainsi de suite. Et donc, le principe de management de l'énergie. Donc, actuellement, votre facture d'énergie est composée d'énergie utile et certainement, malheureusement, d'énergie inutile. Par exemple, le chauffage qui reste en fonctionnement la nuit, l'éclairage qui reste allumé lorsqu'on n'a pas besoin, des machines de production qui restent en fonctionnement alors qu'elles ne sont pas utiles. Et donc, la première étape, c'est de supprimer toute cette énergie inutile pour économiser 5 à 20% d'énergie. Et ensuite, si on le souhaite, c'est de faire des investissements pour réduire l'énergie utile qui est nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise et du coup, réduire encore plus sa consommation. Par exemple, installer de l'éclairage LED ou installer une chaudière plus performante. Quel temps y consacrer, du coup? Là, ce qui est important de se poser comme question, c'est que ça soit toujours en cohérence avec votre facture énergétique. Également, un outil adapté vous permettra de gagner du temps, par exemple par la mise en place d'alertes automatisées pour éviter de regarder tous les jours vos graphiques de consommation. Après, vous pouvez mettre en place une approche progressive, par exemple mettre en place une analyse mensuelle de vos consommations, par exemple 4 heures par mois, où vous allez regarder en détail les consommations du mois passé, jour par jour, sur chacun des usages, etc., pour essayer de comprendre en détail votre consommation. Là, pareil, l'outil de suivi énergétique vous permettra de gagner du temps par la mise en place de rapports périodiques automatisés qui permettront de mettre en évidence tout de suite les zones en rouge, en vert, là où vous avez fait des économies et là où vous êtes plutôt en dérive. Et en fonction de vos enjeux, donc par exemple, si vous avez une facture supérieure à 100 000 € par an, il peut être intéressant de faire appel à un responsable énergie externalisé pour surveiller vos consommations, identifier les dérives et proposer des actions d'amélioration, ce qui permettra de faire des économies supplémentaires. Quoi mesurer? Donc pareil, toujours en cohérence avec votre facture énergétique. Donc la première étape, c'est déjà de suivre la consommation de tous vos compteurs généraux, donc électricité, gaz, eau, etc. Et après, en fonction de vos besoins, donc, par exemple, si vous souhaitez suivre les consommations de certains bâtiments en particulier, certaines activités ou certains usages, ou si certaines installations représentent une part importante de vos consommations, là, il pourrait être intéressant d'installer des sous-compteurs. On peut passer. Quels indicateurs mettre en place? Donc déjà, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est sur l'ensemble de vos compteurs généraux et de vos sous-compteurs, mettre en place un suivi T enlevé de vos consommations
qui vous permettra de réaliser immédiatement des économies en identifiant toutes les consommations inutiles, par exemple les consommations hors activité, la nuit et les week-ends. Voilà, donc ça, c'est ce qui va permettre de faire des économies immédiatement. Et après, on peut mettre en place un suivi mensuel des consommations comparé aux facteurs qui peuvent influencer votre consommation. Par exemple, si on prend le cas du chauffage d'un bâtiment, plus il va faire froid, plus on va consommer, mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément eu une surconsommation. Il est important de comparer la consommation par rapport à la rigueur climatique. Et un autre exemple, si votre activité, c'est de fabriquer des produits, plus vous allez normalement fabriquer de produits, plus vous allez consommer. Donc, pour pouvoir détecter d'éventuelles surconsommations, là, il est important de comparer votre consommation à la quantité de produits fabriqués. Ensuite, il va falloir choisir les outils les plus adaptés. Donc, sur les compteurs généraux, déjà, la bonne nouvelle, c'est que pour tous les compteurs électriques, donc pour la majorité des compteurs électriques, les plus gros, Enedis télérelève déjà les consommations et met à disposition ces données. Pour les petits compteurs, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un compteur Linky, soit vous ne l'avez pas. Donc, si vous avez un compteur Linky, donc là, il suffit de demander à Enedis d'activer la télérelève. Et si vous n'avez pas de compteur Linky, là, vous pouvez demander à Enedis de le remplacer pour pouvoir du coup avoir accès à votre télérelève sans matériel supplémentaire. Pour les compteurs gaz, en général, ils sont équipés d'une double sortie impulsionnelle. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est pareil, on peut demander au gestionnaire de réseau d'installer cette double sortie-là. Donc, il y a une sortie qui est utilisée par le gestionnaire de réseau pour relever vos consommations et une autre sortie qui pourrait être utilisée par vous en y connectant un capteur de télérelève. Pour les compteurs d'eau, c'est plus compliqué, malheureusement. Ça dépend des gestionnaires de réseau, mais dans la majorité des cas, la télérelève des compteurs des gestionnaires de réseau ne sera pas possible. Là, il faudra installer votre propre compteur en parallèle du compteur du fournisseur. Pour les sous-compteurs, ce qui est important, c'est de choisir des compteurs communicants ou équipés d'émetteurs d'impulsion. Et après, pour la télérelève, donc deux cas possibles. Si les compteurs sont éloignés les uns des autres ou si vous n'avez pas beaucoup de compteurs, ce qui peut être le plus intéressant, donc le plus simple et le moins cher, c'est d'installer des capteurs autonomes qui, eux, ensuite vont envoyer la donnée vers un serveur externe. Ou sinon, c'est d'installer un réseau filaire ou radio centralisé vers une passerelle de communication qui, elle, ensuite, enverra les données vers un serveur externe. Ensuite, donc toujours pour choisir les outils les plus adaptés, les bonnes questions à se poser pour choisir votre outil de suivi énergétique. Donc, parmi ces questions-là, il y a la facilité d'installation. Est-ce que je peux me connecter à cet outil avec un simple identifiant, mot de passe et une connexion Internet? C'est plus simple que de devoir installer une licence, la tenir à jour, etc. Est-ce que je peux suivre des indicateurs de performance adaptés à mon activité? Est-ce que l'outil me permet de m'envoyer des alertes mail de surconsommation, de faire des rapports personnalisés, de gérer plusieurs fluides, donc l'eau, l'énergie, les déchets, etc., d'avoir une gestion multi-site si je le souhaite, d'analyser différents pas de temps, donc par exemple de faire des analyses mensuelles, annuelles, journalières, etc. Et possible, est-ce que cet outil est compatible avec différentes technologies de télérelève, par exemple, est-ce que je peux intégrer les données Enedis, les données des sous-compteurs, les données de type automate GTC, faire de la saisie manuelle ou également intégrer des données de facture directement. Et donc là, on arrive sur quelques retours d'expérience que je souhaitais présenter. Donc, vous pouvez voir en haut à gauche sur l'image l'exemple d'une installation qu'on a identifiée grâce au suivi de consommation qui démarrait à partir de 3h30 du matin. Donc ça, ce n'était pas quelque chose de normal pour ce client-là. Et après vérification sur site, on a identifié qu'en fait, cette installation, c'était un compresseur qui démarrait tous les jours à 3h30, alors que normalement, il était censé démarrer à 5h30. Et donc là, l'action réalisée a été une simple remise à l'heure de l'automate qui a permis d'économiser environ 500 € par an. Et donc là, pas d'investissement et on a permis d'identifier des économies. Autre exemple, donc là, c'est le cas d'une industrie qui avait passé comme consigne aux opérateurs de production de mettre à l'arrêt le process le vendredi soir en quittant l'usine.
Sauf que grâce au suivi des consommations, on s'est rendu compte que, en fait, il y avait des oublis, certains dimanches, certains samedis. Le process restait en fonctionnement avec des appels de puissance jusqu'à 60 kW. Donc là, l'action réalisée était de mettre en place un arrêt automatique du process avec une économie d'environ 4 000 € par an. Autre cas, donc là, très concret, c'est l'analyse du talent de consommation été-hiver pour essayer d'identifier la performance de l'installation de chauffage. Donc ça, sur cette entreprise, l'été, elle a un talent de consommation, donc le week-end, de 12 kW en été, et l'hiver, un talent de consommation de 36 kW, ce qui signifie qu'en fait, cette entreprise a environ 24 kW de chauffage en fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, l'action réalisée a été de mettre en place des programmes horaires et des réduits de température pour la nuit et le week-end pour réduire cette consommation. Et là, ça a permis de générer environ 5 000 € d'économie par an. Je ne sais pas s'il y a d'autres slides. Hop, voilà, ça normalement c'est l'avant-dernier. Et donc là, je voulais juste vous montrer l'exemple d'un client avec lequel je travaille depuis 2014 qui a réussi à réduire en continu sa consommation, donc sur 6 bâtiments. Donc eux, leur suivi énergétique leur coûte environ 6 000 € par an pour plus de 50 compteurs. Mais par contre, ça leur a permis, depuis 2014, d'économiser environ 640 000 €. Donc là, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que le suivi énergétique peut être efficace et générer des économies à condition qu'il soit adapté à vos enjeux et à vos besoins. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on peut passer aux questions s'il y en a. Merci Cyriac. Alors, au niveau des questions, Maëva, tu me contredis si je ne vois pas la bonne fenêtre, mais pour moi, il n'y en a pas pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un petit peu le tour au niveau des différentes présentations. On nous a beaucoup parlé conception. Toi, tu abordes plus la question des usages, en fait. Peut-être une petite question. On a parlé énergie. L'outil que tu as décrit et les économies que l'outil permet de faire, est-ce qu'il fonctionne de la même façon sur l'eau, puisque tu nous as expliqué que ça fonctionnait donc sur l'énergie, mais aussi sur d'autres flux, ou est-ce qu'il y a des petites différences de fonctionnement? Non, ça marche effectivement sur l'énergie et sur l'eau. Et pour rien cacher, j'ai également une autre présentation sur l'eau qui est prête à être présentée pour un autre webinaire, où on a de nombreux cas où l'AT le relève des consommations d'eau. Donc là, en général, permet d'identifier de nombreuses fuites. C'est-à-dire qu'en général, quand on a une facture d'eau, on a une facture mensuelle, trimestrielle, semestrielle parfois, et on ne sait pas du tout à quel moment on a consommé cette eau. Et la mise en place d'un suivi de télérelevé permet d'identifier les fuites s'il y en a et de les corriger rapidement, et surtout de détecter très rapidement les nouvelles fuites pour pouvoir réagir très rapidement et éviter d'avoir la surprise avec une facture exorbitante 3 mois plus tard. Et est-ce que vous êtes en capacité d'identifier à peu près les tronçons sur lesquels se situent les fuites, ou est-ce que c'est trop compliqué? Ça, du coup, là, ça nécessite de l'investigation sur le terrain. Donc, nous, notre travail s'arrête, on va dire, sur l'alerte. Donc, on alerte sur le fait qu'il y a une surconsommation sur un compteur. Après, si on a des sous-compteurs, on peut identifier, voilà, c'est telle ou telle zone sur laquelle il y a une fuite. Mais après, sinon, là, le travail, il passe sur le terrain avec le responsable technique du site qui, lui, va devoir investiguer. Donc, en général, là, il va pouvoir couper des vannes ici et là pour pouvoir avancer petit à petit et en parallèle, regarder sur le logiciel, est-ce que ça a eu un effet ou pas. Très bien, merci beaucoup. Je vais peut-être pas m'attarder plus parce qu'on a pris un petit peu de retard. Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on se débrouillera pour vous faire suivre les réponses. Merci beaucoup Cyriac. Je vais passer la parole à Thomas qui va conclure ce webinaire en présentant la démarche BDNA donc pour Bâtiments Durables Nouvelle-Aquitaine. Thomas, c'est à toi. Ouais, merci. Une petite conclusion pour pas vous prendre plus de temps ni vous assommer plus que ça, mais c'est une conclusion qui recoupe un petit peu avec les interventions qu'on a eues
cet après-midi. Déjà, merci à nos intervenants d'avoir joué le jeu, d'avoir tenu quand même le timing. On vous transmettra les coordonnées, les interventions, les supports de chacun. Et puis voilà, ne pas hésiter à reprendre attache avec ceux qui vous intéressent ou avec l'un de nous trois, Valérie, Maëva ou moi, s'il y a besoin de faire le lien. On est là pour ça. Et vous parlez en conclusion de la démarche Bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est une démarche... on n'est pas sur une certification ou un label, hein, initialement adapté au bâtiment. On est sur une démarche d'accompagnement volontaire de la maîtrise d'ouvrage, alors principalement sur des typologies d'ouvrages classiques dans le bâtiment, du logement, de l'enseignement, voilà, du bureau, du tertiaire. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de demandes de plus en plus pour adapter en fait cette méthodologie d'accompagnement à différents secteurs, la santé notamment avec les centres hospitaliers qui s'y intéressent, et puis le monde vitivinicole avec notamment des projets en construction, en rénovation de chais qui s'intéressent à la méthode. Donc c'est simplement pour vous dire que dans le cadre de l'action chais durable que l'on mène avec Soltena et Innovin, c'est certainement un travail d'adaptation à venir avec des résultats qui vous seront proposés pour celles et ceux que ça intéresse de travailler un projet de construction ou de rénovation de chais à travers la méthode BDNA pour Bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine. Ce sera bientôt possible. Alors c'est déjà possible. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un site, hein, démarchebdna.fr. Vous pouvez trouver un petit peu la façon dont ça fonctionne. On a une grille d'évaluation avec des critères. On a un accompagnement humain et technique à travers un accompagnateur qui est principalement quelqu'un de l'équipe de maîtrise d'œuvre, hein, un architecte ou un bureau d'études. Et puis on a un système de commission ouverte au public en 3 phases, hein, conception, réalisation et puis exploitation. Là on est rendu 2 ans après la livraison des projets. Et le principe, c'est justement de se poser un petit peu toutes les bonnes questions sur un projet de A à Z, hein, de la programmation jusqu'à l'exploitation, sur plein de sujets transverses. On en a parlé un petit peu ici, les matériaux, l'eau, les équipements, le confort, voilà, et puis des sujets un petit peu plus transverses sur la gestion d'un projet, sur comment on tire profit de la parcelle, du territoire sur lequel on est implanté. Et donc il y a plein de critères finalement qui sont très spécifiques à chacune des régions. C'est un petit peu la particularité de ces méthodes. On n'est pas encore sur un label ou une certification, on est sur un accompagnement volontaire avec des critères qui sont propres à chaque projet. On ne va pas demander la même chose à un projet sur Limoges, La Rochelle, Bordeaux ou Anglet, parce qu'il y a des contraintes qui sont différentes d'accès, de ressources, de climat, de structuration de filières, d'acteurs, et donc en fonction, on pousse plus ou moins les curseurs sur certains sujets, spécifiquement par rapport à l'implantation géographique du projet. Voilà, pour en savoir plus, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir vers nous, il y a un site, il y a des éléments déjà qui sont des documents qui existent, et on peut travailler aujourd'hui un projet en démarche BDNA, et demain, on a de plus en plus de demandes de chais notamment qui sont passés. On a besoin d'adapter et je pense qu'on s'inspirera un petit peu des présentations de nos intervenants aujourd'hui parce que je me rends compte que notamment en termes d'outils et en termes aussi de critères qui ont été présentés par Laura au tout début de l'outil monprojetdechez.fr qui a été présenté, qui recense un petit peu toutes les bonnes questions à se poser dès lors qu'on travaille sur un projet de construction, de rénovation de chais. Il y a des choses qu'on a besoin d'intégrer, nous, dans cette grille qui, au départ, était pensée spécifiquement pour le bâtiment avec les destinations d'usage que je vous présentais et qui, de plus en plus, on nous le demande, doit un petit peu s'adapter à cette filière vitivinicole. Donc c'est le travail qu'on va certainement mener en collaboration avec Soltena et Innovin, et vous en aurez voilà, les résultats, et n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous s'il y a des questions. Voilà, j'en dis pas plus, je vous remercie toutes et toutes d'avoir suivi le webinaire jusqu'à la fin. Pour les présentations, encore une fois, vous les aurez. S'il y a besoin de mise en contact, on est là pour ça avec Valérie et Maëva. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, bon après-midi, et puis à très bientôt pour la suite de l'action chais durable. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.